quelques-uns qui vont nous rejoindre encore. Vous étiez arrivés à 16. Ils sont toujours 16, il y a personne qui est parti en fait. Ok. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je suis désolé, mais j'ai un problème de WooClap. C'est génial. Il n'y a plus rien qui marche. Ça m'arrive jamais, moi, les problèmes techniques. Alors, attends, parce qu'il marche là, normalement. Et il avait marché il y a 2 secondes, non? Ok. Je suis désolé. Voilà, c'est bon. Là, il marche. Ok. Là, ça marche. Je ne sais pas pourquoi ça marche maintenant, mais pas. Ok. Donc, pour votre idée, vous allez avoir tout d'abord un peu de cadre pour trouver la bonne idée. Et il y a des recommandations qui ont été faites par la FDA pour s'assurer qu'il y ait un essai randomisé qui soit de qualité. Donc, c'est un petit peu ce que je vous ai dit auparavant. Et donc, il y a différentes choses qui sont importantes. C'est l'objectif, le comparateur, les cas, s'assurer que les cas sont des bons cas, s'assurer de la comparabilité, un critère de jugement principal en double aveugle et une analyse statistique bien faite, surtout a priori, c'est-à-dire avant d'avoir commencé à ouvrir la database. Alors, il y a des rôles de chaque personne, promoteur et investigateur principal. Ça, je vais un petit peu le passer pour des raisons de temps. Mais vous, votre rôle, il est surtout ici. Votre rôle, c'est d'innover, d'avoir une idée pour laquelle vous allez pouvoir évaluer une balance bénéfice-risque concernant l'intervention. Vous allez devoir aussi animer le réseau, analyser et écrire le papier. Et nous, on va surtout s'intéresser aux 2 premiers blocs aujourd'hui. Alors ça, je passe du coup. Tac. Voilà. Alors, la conception de l'étude. Donc, pour avoir une bonne idée, et là, je vous demande à tous de réfléchir à ce que vous avez connu jusqu'à présent et vous dire, il y a un problème, je pense, qui est soluble et que j'ai rencontré dans ma pratique clinique. Ou alors, des collègues qui vous ont dit, tiens, ça, vraiment, il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer là, et ça vous a convaincu. Donc, tout commence déjà par un peu de nez clinique. Et ça, je pense que c'est le plus dur à avoir. D'autant qu'aujourd'hui, la recherche, c'est pas en dehors des sentiers battus. On est nombreux à faire de la recherche. Donc, les idées, les bonnes idées, en fait, elles sont rares. Et c'est, à mon avis, le critère le plus difficile à satisfaire dans le paysage de la recherche. Il faut que vous fassiez aussi des liens entre cette idée et la culture médicale que vous avez pu avoir. C'est la raison pour laquelle on fait des années et des années d'études. Un item de pédiatrie peut vous aider à avoir une bonne idée, clairement, ou que sais-je, n'importe quel item. Ensuite, cette idée, il faut la confronter à la littérature. Et pour ça, souvent, l'originalité d'une étude n'est pas toujours claire. Et en fait, quand on creuse un petit peu, pas mal d'études qui sont lancées avec déjà au moins un petit bout de réponse. Il faut que la bibliographie, il faut vraiment qu'elle soit à jour et sans trou, quoi. Franchement, je conseille d'utiliser l'intelligence artificielle pour cette partie-là parce que quand on voit, alors je vais en nommer 2, Elicit ou PaperDoc, qui est français, et leur capacité à répondre de manière hyper pertinente à des questions avec de la bibliographie, et ben franchement, je me dis qu'il faudrait vraiment pas être malin pour s'en passer, quoi. Donc vraiment, utiliser l'IA pour ça, c'est absolument indispensable. En revanche, il va falloir que vous la digériez, cette littérature. Ce qui est très important, ça va être de voir les articles de rang A+, c'est-à-dire BMJ, Lancet, New England, JAMA. Et dans ces articles de haut niveau, là, vous allez avoir de la science de bonne qualité, de la recherche clinique de bonne qualité. Et c'est ici qu'il faut s'intéresser à ça. Et quand vous prenez la bibliographie de ces études-là, ben, ça vous aide pas mal à aller plus loin sur la question. Une fois que vous avez un petit peu fait tout ça, vous allez vous dire, ben voilà, je vais faire mon hypothèse. Je pense que si je fais ça, je vais améliorer cette chose-là dans la pratique clinique.
Et donc là, je vous en ai parlé, vous avez tous réfléchi à quelque chose, j'en suis sûr. Et l'idée, c'est que je vous laisse une petite minute pour donner une idée de quelque chose à améliorer. Alors, Clément est ici témoin. Il n'y aura pas de vol d'idées. Je vous rassure. Il n'y aura pas de vol d'idées. Ça restera confidentiel entre nous. Clément, tu as le droit de participer aussi. En revanche, je ne promets pas de ne pas voler ton idée. Hein. Je te le dis tout de suite. Si je la reconnais. Mon téléphone est monopolisé pour qu'on puisse t'entendre. Je vois juste que tu as l'icône micro fermée sur ton écran. Le manque de lit au CHU. Alors, ouais. Tu m'entends? Ouais. T'as ton icône micro fermée sur ton écran. Oui, je l'ai coupé là. Ah. Tu veux que je le remette? Non, d'accord, j'ai cru que c'était ça tout à l'heure, mais en fait, non, tout à l'heure. C'est pas ça le problème, hein. C'est parce que ça faisait un peu de l'arsène avec mon parleur. Ok, non, laisse comme ça, c'est parfait. Alors, la pénurie de sang, manque de lit, les pannes d'ascenseur. Jean-Luc à côté aurait envie de rajouter le manque d'anesthésiste. Manque d'anesthésiste. Ah, on est pas mal sur l'organisation des soins. Hein. Est-ce qu'ils mettent la qualité de vie de l'interne à Caen? Non, absolument pas. Bon, bah c'est bon alors. La lenteur des brancardiers. Et alors, ok. On peut jouer avec ces idées-là. Le problème, c'est qu'après, si on va sur les critères de jugement principal et les interventions, c'est un petit peu plus difficile. Mais on voit que vous avez un petit peu envie de vous intéresser à l'organisation du système de santé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres qui ont envie d'envoyer une idée, même si c'est votre idée de thèse, hein, ils sont en quelle année, là, Clément, Entre des AR1 et des AR4. La pénurie de sang, c'est pas mal. Comment? La pénurie de sang, c'est une entrée pas mal, ça. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, je t'entends pas bien, mais ça, c'est pas mal. J'aime bien celui-là. Il y en a un qui aime. On y va? Allez, 3 minutes, c'est déjà largement. Ok. Ça, on va prendre celui-là, si vous êtes d'accord. Prise en charge et décès des plus de 90 ans au bloc d'urgence. C'est super intéressant. Et il y a des gens qui s'y penchent. Alors, moi, je vous fais un peu je vous donne une de mes idées et comment on y est arrivé. J'ai par exemple travaillé pendant la période Covid sur l'intérêt des immunoglobulines. Et vous vous souvenez, vous vous souvenez peut-être pas, vous êtes déjà un peu trop jeune, mais les patients qui avaient un Covid, ils arrivaient avec les doigts bleus comme ça. Clément, il pourra attester. Et c'est quand même assez peu fréquent, ça arrive dans le sepsis, mais c'est quand même pas si fréquent. Et on a fait le parallèle avec l'item de pédiatrie, la maladie de Kawasaki, la maladie qui fait la microangiopathie de perfusion périphérique. Et cette microangiopathie, elle donne aussi des coronarites et des AVC chez les enfants, quoi. Et on les traite par des IGIV et ça permet de limiter justement cette coronarite. Alors, maintenant que vous avez votre idée, vous voulez améliorer le devenir des patients de plus de 90 ans au bloc d'urgence. Comment vous allez faire? Quelle serait l'intervention qu'on pourrait utiliser? L'intervention, elle doit être avant tout, et réfléchissez-y parce que c'est la prochaine question, elle doit être simple et simple. Pourquoi? Parce qu'elle doit être applicable, elle doit être précise, pragmatique, pleine de bon sens, tout ce que vous voulez. Enfin, il faut qu'elle soit acceptable et en 2 secondes, les gens, quand ils le feront, ils auront envie de le faire tout le temps. Si vous proposez quelque chose de complètement dingue, eh ben ça marchera pas. Alors là, comment on pourrait faire chez nos patients de 90 ans? Qu'est-ce que vous pourriez imaginer? On s'est mis d'accord déjà sur un objectif, c'est quoi? C'est diminuer leur mortalité ou
Oh, je suppose que c'est la mortalité ou morbimortalité. Bah, c'est une des questions. L'intervention va se focaliser sur un des deux. Je pense que morbimortalité, c'est pas mal. Et on parlera du critère de jugement principal après. Donc là, vous pouvez voter, c'est ça? Donc standardisation avec protocole versus chacun fait ce qu'il veut. On parle du protocole d'anesthésie, je suppose. Est-ce que je mets un bis, à combien je sédate, des choses comme ça, n'est-ce pas? C'est une possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez? Et pourquoi plus au bloc d'urgence alors? Parce que finalement, tous les patients de plus de 90 ans, ils pourraient bénéficier de ça. Récusé versus opéré, abstention versus standardisation. Je pense qu'on s'approche de quelque chose, à mon avis, un peu plus intéressant. Sélectionner sur des critères. Je pense qu'on s'approche un petit peu. En fait, vous vous posez un petit peu la question de l'organisation. Je pense que c'est plus intéressant d'aller vers l'organisation du système de santé dans cette question-là que purement sur le protocole anesthésique. Alors, on est tous super balèzes, hein, on est des très bons anesthésistes et on se dit que l'anesthésie, c'est un moment clé et ce qui se passe au bloc, c'est majeur pour les patients. C'est tout à fait vrai. Néanmoins, aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que les personnes âgées, elles sont plutôt bien endormies, bien réveillées. Et ce qui va beaucoup jouer, à mon sens, c'est ce qu'il y a autour de ces patients. Alors, c'est tout le principe de l'ARMPO, hein, médecine périopératoire. Et donc, je pense que l'accessibilité ou le délai avant chirurgie, c'est quelque chose, à mon avis, quelque chose d'important. Est-ce que la PTH à 90 ans, sur une fracture d'extrémité supérieure du fémur, il faut le faire patienter 3 jours parce qu'on a d'autres urgences, on a du programme, on a tout ça et lui, il peut patienter alors qu'en fait, il va être complètement sec, en insuffisance rénale aiguë et à moitié mourant. Donc, à mon avis, c'est plutôt sur ça qu'il faut aller. Et l'intervention que je vous proposerais, c'est de mettre en place, par exemple, un audit avec une charte de bloc opératoire sur des critères qui permettraient de dire on opère dans les 6 heures ou en fin de programme une fracture d'extrémité supérieure du fémur. Ok, et là on se dit peut-être qu'on va améliorer les choses. Et donc il faut définir la population. Vous avez vu, j'ai commencé à vous en parler un petit peu. Donc là, je pense qu'elle est assez claire, votre population. Patients âgés nécessitant une chirurgie en urgence de plus de 90 ans. Est-ce qu'il y a des patients qu'il faudrait récuser d'emblée? Il n'y a pas de question sur ça. Donc ça, c'est une question qu'il faut que vous vous posiez. Par exemple, le patient moribond qui est opéré de manière peut-être un peu compassionnelle ou qui a une espérance de vie très faible à 1 mois, par exemple. Je suis pas certain qu'il faille l'inclure. Ou pas, hein. C'est une question en tout cas à laquelle il faut répondre. Pourquoi? Parce que ça va entrer en compétition avec le critère de jugement principal. On va y revenir après. En tout cas, il faut s'assurer qu'un cas est un cas et exclure ceux qui ne sont pas des cas. Alors, faut-il aller voir les patients qui ont une limitation de la chirurgie d'emblée? Donc, toutes ces questions, il va falloir les poser. Il faut se questionner sur tous les patients qui sont autour de ce critère d'inclusion et savoir si on les met ou on les met pas. Et il faut choisir un critère de jugement principal qui soit adapté. Alors, il doit être le miroir de votre hypothèse. Donc, vous dites que en mettant en place un protocole de prise en charge des patients de 90 ans en les priorisant au bloc opératoire, on va diminuer, par exemple, leur morbimortalité. Peut-être. Et du coup, il faudra évaluer la morbimortalité. Mais ça peut être d'autres choses aussi. On pourrait imaginer que l'hypothèse soit sur le temps d'attente, l'efficience du bloc opératoire. Donc c'est là où le critère de jugement principal doit être bien choisi et doit être en miroir avec votre hypothèse.
Et en anesthésie-réanimation, eh ben, comme je vous disais, on est anesthésiste, on est là à un moment M pour le patient, mais par exemple, si on se met à 1 an, est-ce qu'il est pertinent d'évaluer l'effet d'une anesthésie 1 an plus tard? Alors peut-être dans certaines conditions très particulières, mais comme ça, a priori, il vaut mieux choisir un outcome avec un timing qui est adapté à votre intervention. Donc, par exemple, là, on pourrait dire J7 ou J30. Il faut qu'il soit facile à recueillir, parce que si, par exemple, c'est un critère biologique sur de l'inflammation ou une qualité de vie et des multiples scores avec plus de 2 heures pour le recueillir, c'est peut-être pas si simple. C'est faisable. En tout cas, il faut que ce soit facile à recueillir. Et aussi, il faut s'assurer qu'il soit sensible. Alors, le meilleur de la sensibilité pour un critère de jugement principal, c'est qu'il faut qu'il survienne à 50% dans votre groupe contrôle. Et là, si vous agissez dessus, ben, vous allez monter, ce sera plus facile de monter de 50 à 60 que de monter de 90 à 100, par exemple. Alors, dans le cas de notre patient de plus de 90 ans qui va au bloc opératoire, et vous faites une modification de votre organisation et de votre priorisation des urgences, vous avez besoin d'avoir une étude qui est positive parce que votre financeur il a besoin d'être rassuré. Quel critère de jugement principal vous utilisez, sachant qu'il faut rassurer le financeur mais être utile pour le patient. Ça réfléchit. Ça commence à tapoter sur l'écran. Ouais, morbide mortalité, à 1 mois. Je pense qu'à 1 mois, c'est pas mal. Donc, mortalité, c'est facile. Mortalité, c'est facile. Morbidité, comment vous la calculez? Vous faites un score. Alors, il existe des scores composites. Par exemple, la classification, une classification de complications, avec insuffisance rénale, infection, reprise, tout ça. Ok. Donc, globalement, c'est bien. Je pense que vous vous intéressez pas mal à la morbimortalité. Je suis pas certain qu'on ait un effet majeur, mais honnêtement, de ce qui existe dans la littérature, c'est possible. En revanche, là où on est sûr d'avoir un effet, c'est la durée de séjour. Bon, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire dans ce genre d'études, mais il faut penser peut-être à faire quelque chose qui pourrait être combiné. Par exemple, on pourrait imaginer quelque chose de composite où même si le patient a la même morbidité, s'il a la durée de séjour plus courte, ben, il a gagné. On pourrait faire par exemple un win ratio ou des choses comme ça. Le critère de jugement principal, en fait, on peut combiner plusieurs choses et il faut discuter avec les méthodologistes sur la façon qu'on pourrait avoir de le mettre en œuvre. Le problème, par exemple, du win ratio ou des critères très composites, c'est qu'ils sont plus difficiles à interpréter. Par exemple, si vous prenez pour embolie pulmonaire un critère composite, pour la thromboprophylaxie post-opératoire un critère composite, dans lequel il y aurait thrombose veineuse asymptomatique, thrombose veineuse symptomatique ou embolie pulmonaire, vous voyez bien que si ce critère de jugement composite se positive, c'est pas pareil de faire une phlébite asymptomatique et de faire une EP. Mais si vous avez un effet sur le critère composite, bah, vous allez être un petit peu embêté de dire que vous diminuez l'embolie pulmonaire. Vu qu'elle va être de 5%, si vous avez un effet sur le critère composite, vous pouvez peut-être pas conclure sur toutes les composantes. Donc c'est quelque chose d'assez important à discuter. Et ces composantes, il faut qu'elles soient équilibrées, par exemple. Et c'est pareil pour tout ce que vous allez faire comme critère composite, par exemple un win ratio ou durée de séjour morbide mortalité. Bon, bah, durée de séjour, c'est bien si jamais c'est diminué parce que votre hôpital il sera content. Si la morbide mortalité est identique, ben, vous avez quand même la durée de séjour importante, votre win ratio il aura quand même un peu de sens.
Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir sur le critère de jugement principal, c'est qu'il faut qu'il soit assez cohérent avec votre hypothèse et facile à recueillir, pertinent. Une fois que vous aurez défini tout ça, il faut que vous calculiez votre nombre de sujets nécessaires, et là, c'est la durée de l'étude qui va en dépendre. Alors, je suis un peu contraint encore par le temps. Il y a différentes choses qu'il faudra définir a priori, et notamment les facteurs confondants. À part ça, il y aura aussi les objectifs secondaires et d'autres éléments qu'il faudra prendre en compte pour l'analyse d'effet, d'efficacité, voir s'il faut faire une analyse intermédiaire et voir comment on fait pour l'aveugle. Là, c'est une question qui est encore assez ouverte, l'aveugle, concernant notre étude. Et si jamais vous voulez mettre en place cette étude, je suis pas sûr que vous puissiez faire un aveugle, mais il faudra faire une étude plutôt du type avant-après. Voilà, je vous donne la réponse parce que malheureusement, j'ai déjà éclaté mon temps de quelques minutes. Donc voilà ce qui est important pour construire un essai thérapeutique: la question médicale, l'intervention, la population, le jugement principal. Quand vous avez ces quatre points qui sont parfaitement définis, vous allez pouvoir écrire votre projet. Et la dernière chose qu'il faut recueillir une fois que vous avez fait tout ça, c'est les facteurs confondants. Et ça, il faut bien y penser auparavant. Et une des questions qui pourrait se poser dans notre étude, c'est quelles sont les variables et facteurs confondants que vous allez recueillir. Imaginez, vous avez un effet sur le devenir de vos patients, vous diminuez la morbimortalité. Quels facteurs confondants faut-il recueillir? Je sais pas, par exemple, imaginez, vous faites une étude avant-après, vous faites l'étude avant en été, l'étude après en hiver, sans que vous vous en soyez vraiment rendu compte. Et ben, peut-être que les indications sont différentes. Il y a des pathologies qui ont une saisonnalité. Donc, faut bien recueillir l'étiologie, les antécédents et les comorbidités. Ouais, je pense surtout les comorbidités en l'occurrence. Il faut s'assurer que la population elle soit aussi comorbide dans les deux groupes, qu'il y ait les mêmes indices de gravité a priori. Il faudra aussi recueillir la durée d'attente avant le bloc opératoire. Même si elle sera différente dans les deux groupes, ça vous permettra d'expliquer votre résultat. Et on peut en imaginer encore beaucoup. Là, il y a des heures et des heures à passer sur la définition de ces facteurs confondants. D'accord. Voilà essentiellement ce que je voulais vous dire. À la fin de votre protocole, vous préécrivez vos tableaux et c'est ce qui vous permettra de ne rien oublier. Comme ça, vous aurez vos caractéristiques de la population, les devenirs, et ça permettra de définir tous les facteurs confondants et tous les facteurs qu'il faudra mettre dans votre feuille de recueil. Voilà ce dont je voulais vous parler. Et hop, on arrive à la fin. Oups, vous avez vu. En tout cas, merci pour votre attention. Désolé pour le caractère bref de certains passages de diaporama. Et bon courage pour la fin de la journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.